Bonjour à tous. À pile poil la fin du jingle au dernier qui est assis. Donc bienvenue dans cette session dédiée à la sécurisation des comptes de service, des accès administrateurs et de l'Active Directory avec les solutions Silverfort. Alors je me présente rapidement, Marc Schmitt, je suis consultant sécurité et identité et je vais avoir l'honneur d'animer ce témoignage qui est fait par Laurent. Laurent, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes, donc je suis Laurent Théry et moi je suis en charge de la cybersécurité chez un retailer. Voilà. Très bien Laurent, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit sondage dans la salle. Alors ceux qui sont à distance, ce sera un petit peu compliqué pour qu'on ait le retour et puis comme on est après le déjeuner, ça fera du bien de bouger un peu. Qui dans la salle utilise de l'Active Directory ? Ok, donc je pense que tout le monde a levé la main, c'est très bien. Donc bien sûr, tout le monde utilise un annuaire d'entreprise, c'est logique. Alors qui est confronté à des problématiques de sécurisation de l'Active Directory ? Ok, c'est à peu près le même nombre. Jusque-là, on est logique. Qui est-ce qui a mis en œuvre du tiering model ou du modèle de tiers pour sécuriser son AD ? Ok ? Il y en a un petit peu moins qu'avant, mais il y a plus de mains que les années précédentes, donc on voit aussi que c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. Et j'ai une dernière petite question, et après je vous embête pas et je laisserai Laurent parler. Qui est 100% confiant dans la mise en place, ou en tout cas dans la protection qu'assure le modèle de tiers ? Ouais, personne n'ose lever la main, c'est normal. Le modèle de tiers, c'est quelque chose d'extrêmement efficace, mais un petit peu complexe à gérer, qui amène beaucoup de lourdeur. Et justement, ça fait partie un peu des sujets qui ont amené cette conférence et ce retour d'expérience. Donc, Laurent, je vais te laisser nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a amené ton organisation à réfléchir et à arriver à une solution comme Silverfort. Ok, merci beaucoup Marc. Allez, vas-y, tu peux tourner si tu veux bien. Voilà. Donc, voilà, moi je me sens équivalent à vous tous dans la salle. On a un Active Directory avec quelques milliers d'utilisateurs. On était confronté à un certain nombre de soucis, comme vous tous dans la salle, j'imagine. Donc des soucis autour du durcissement de l'Active Directory, parce que forcément, on sait qu'il y a toujours des choses à faire pour parer d'éventuelles attaques qui évoluent sans arrêt. Donc là, sur ce premier sujet, on cherche toujours des solutions qui nous permettent de nous rassurer un petit peu et dans lesquelles on aurait confiance pour lutter contre des attaques ou au moins les détecter. Ensuite, on avait un deuxième sujet qui était important pour nous, c'est que forcément, on a un certain nombre de personnes qui sont administrateurs, donc qui ont des comptes dits à privilège, et on est tous d'accord qu'un compte à privilège, par essence, amène des risques complémentaires parce que j'ai la possibilité de faire des choses que je ne pourrais pas faire avec un compte standard. Et les comptes à privilèges sont nécessaires avec les bons niveaux de privilèges. Et donc, on avait une réflexion avec l'équipe de sécurité qui était est-ce qu'on va aller vers un bastion, par exemple, faire du PAM, comme on peut dire et si oui, quel va être l'impact? Donc, on a commencé à regarder un petit peu des solutions autour des différents PAM, des solutions dont vous avez sûrement déjà entendu parler par ailleurs. On savait que par connaissance ou par bouche à oreille, ce sont des solutions qui sont effectivement efficaces, mais qui sont parfois complexes à mettre parce qu'elles nécessitent un minimum d'accompagnement au changement auprès des administrateurs. Il y a des ruptures protocolaires, il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer dans la vie, dans le quotidien. Les administrateurs ont leurs propres habitudes, leurs outils, et donc là, il faut changer ces choses-là, et c'est pas toujours facile dans leur vie. Donc, on avait cette réflexion. C'est un peu cette réflexion qui nous a drivé, qui nous a amené à rencontrer un jour Silverfort, sachant qu'on avait une troisième problématique, et cette troisième problématique, je pense qu'on l'a tous aussi, on a un historique dans la société qui est relativement important. L'historique amène à je crée un compte un jour qui est un compte d'une personne, c'est très bien parce qu'il est lié à la personne, donc cette personne quand elle quitte la société, en général on en entend un petit peu parler et on se dit ah oui c'était un tel, il est parti, on peut fermer. Alors ça c'est quand on n'a pas des solutions pour provisionner les comptes en automatique comme des IAM ou des choses comme ça. Par contre on a aussi des comptes non humains et ces comptes là on les crée pour un bout de test ou pour une solution qui
doit fonctionner, on l'implémente, on sait qu'elle fonctionne le temps du test éventuellement, ou quand la solution est mise en production, parce qu'il y a des gens qui vous sollicitent pour installer, configurer ce genre de choses, mais il n'y a personne en général qui vous sollicite en vous disant « Ah, au fait, la solution, on a arrêté le test, ça ne fonctionne plus, on peut désactiver », ou « Cette solution, on a décommissionné, il n'y a plus de sujet en production, on peut aussi désactiver le compte de service ». Ça, c'est un des premiers cas que l'on rencontrait. Le deuxième cas qu'on rencontrait aussi assez fréquemment, c'est que, comme partout, je pense que nos politiques de sécurité évoluent. Donc, entre autres, par exemple, à un moment, on s'est posé la question, tiens, nos comptes de service, il faudrait qu'on augmente encore la sécurité des mots de passe. Donc, on va les passer à 25 caractères, par exemple. Et donc, pour les passer à 25 caractères, je vais les mettre à un endroit particulier où je vais pouvoir me dire, bah, tous ces comptes de service, ils sont à 25 caractères. OK. Et donc, il faut que j'aille sur toutes les machines où j'ai les mots de passe. Et donc, il faut que je sache où les comptes sont utilisés. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont utilisés? Et voilà, ça, c'était des questions qu'on se posait dans l'équipe pour essayer de se dire comment je peux trouver facilement, finalement, des comptes de service, je sais pas trop. Et donc, on mettait tous ceux dont on était sûr. Et puis après, il y avait tous ceux qui se baladaient dont on n'était pas trop sûr. Et donc, on n'était pas trop fiers de ce qu'on faisait jusque-là et pas franchement confiants sur ce qu'il y avait derrière, quoi. Donc on a rencontré les gens de Silverfort il y a un petit bout de temps déjà, voilà. Et puis ils ont commencé à nous montrer un petit peu la solution qu'ils avaient. La première optique que l'on avait, en toute transparence, c'était plutôt la partie qu'est-ce que je pourrais faire pour sécuriser un peu plus mes comptes à privilèges. Voilà. On peut tourner les slides si tu veux bien. Donc on a eu classiquement une première présentation avec une démonstration de la solution. Ça nous a permis de comprendre un petit peu ce que la solution était capable de faire. Donc ça, déjà là, ça nous a intéressé forcément de comprendre un petit peu ce que ça pouvait faire. Et c'est là qu'on a pris conscience que la solution pouvait nous apporter des réponses auxquelles des réponses à des questions auxquelles on n'avait pas de réponse actuellement, et entre autres sur les comptes de service. Voilà. Donc ça, quand on a entendu ça, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à gratter là, au-delà de la partie gestion et sécurisation des comptes à privilèges. Compte à privilèges, bastion, complexité. Du coup, il y a des sujets qu'on priorise plus ou moins rapidement, et on s'était dit, tiens, cette solution, finalement, d'après ce qu'on nous dit chez Silverfort, on a la capacité à faire des choses qui sont sûrement beaucoup plus simples que ce que l'on pourrait faire avec un bastion, mais qui pourraient au moins nous permettre d'avancer et d'augmenter un peu le niveau de sécurité que l'on avait. Donc, par exemple, je peux, avec la solution, décider de protéger en challengeant, donc en mettant du MFA sur certains comptes d'administration, soit sur des actions précises, du style je veux lancer un PowerShell qui fait de l'accès distant, automatiquement je vais mettre un MFA, ce qui sécurise ce genre d'opération. Mais je pourrais aussi dire, pour toute personne qui viendrait à se connecter sur tel ou tel serveur qui est jugé sensible pour moi, je veux lui mettre un MFA par exemple, donc ça ce sont des règles statiques qu'on voyait dans la solution, et ça nous intéressait beaucoup, sachant qu'il y avait aussi la possibilité qu'on a découverte en présentation démonstration, de mettre des règles qui deviennent plus dynamiques, donc en fonction d'un contexte, d'un niveau de risque qui est calculé par la solution, ou d'éléments qu'on apporte en complément et qui ne sont pas systématiquement un truc statique, c'est telle IP que je veux protéger ou telle personne, je lui donner un MFA ou ce genre de choses. Et donc là, on peut mettre des règles dynamiques qui disent sur tel et tel critère, je vais avoir la capacité de dire je bloque ou je challenge ou je laisse passer. Donc ça, ce sont des choses qui nous intéressaient. Et donc on s'est lancé dans un POC qui a eu lieu quelques temps après. Tu peux avancer un tout petit peu, voilà. En fait, je ne sais pas lire, mais c'est pas grave. Donc, on s'est lancé dans un POC. La première caractéristique qu'on a remarqué au cours du POC que l'on a réalisé avec les gens de Silverfort, c'est que c'était, je vais le dire avec mes mots, c'était assez balistique. C'est-à-dire que ça nous a donné confiance tout de suite, parce que la solution, on nous a dit, OK, si vous voulez faire un POC, quels sont les use cases que vous devez dérouler?
Donc on est parti sur un certain nombre de use cases, parce que c'était d'abord nos besoins qu'on voulait couvrir. Donc on est parti sur nos use cases. Ils nous ont donné des use cases complémentaires qui étaient effectivement très intéressants à dérouler, et on s'est dit tiens, c'est vrai, on n'avait pas pensé à utiliser la solution comme ça. Donc on a regardé aussi un certain nombre des use cases qui étaient proposés. On a eu une première étape d'échange qui a dû durer une demi-heure de mémoire, où Franck, qui est d'ailleurs dans la salle, nous a dit voilà comment on va procéder. Donc tout était processé, et ça vous met en confiance, parce que quelque part c'est pas toujours le cas. Donc il nous a dit voilà, on va passer un health check sur les décès pour bien vérifier qu'ils ont les conditions physiques entre guillemets pour pouvoir accepter la solution. Et donc on a passé le health check, on a obtenu des résultats qu'il a analysés, il nous a dit go, on peut faire, voilà l'étape suivante, on va installer, et ainsi de suite. On a déroulé, et durant tout le POC, l'équipe a été quand même relativement impressionnée par le fait que tout ce que l'on voulait faire, on l'a fait en visio avec Franck à l'époque, tout ce que l'on voulait faire, c'était simple. Franck nous disait, ok, tu cliques là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. On testait, ça marchait, on passait au use case suivant, et ainsi de suite. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant pour nous de voir que ça marchait du premier coup, ce qui n'est pas toujours le cas dans les solutions. Toutes les solutions marchent sûrement très bien. Le petit souci, c'est que quand on est dans un environnement client en production, ça marche pas toujours aussi bien, parce qu'il y a toujours des cas auxquels on ne pense pas, et donc ça pose parfois des petits cas de blocage, quoi. Et là, on n'a vraiment eu aucun cas de blocage pendant toute la durée du POC. Et donc, on a pu faire tous les use cases qu'on voulait faire, plus les use cases qui étaient proposés effectivement par l'équipe Silverfort pendant tout ce POC. Voilà. Et donc en use case, c'était protection des comptes à privilèges, c'est ça? Donc avec la possibilité de déclencher une demande de MFA, d'identification multifacteur, si c'est un compte à privilège, ou de refuser l'accès en fonction du contexte d'accès de la personne, c'est ça? Exactement. Et tu me confirmes bien qu'on parle bien, vous avez mis ça en place sur un environnement on-premise, voire legacy, ça veut dire des applications anciennes. Oui, tout à fait. Ouais. Ça englobait aussi ce genre de sujet, et donc on a traité des sujets aussi divers et variés que effectivement. Alors l'exemple était simple. Alors c'est sûrement pas la bonne approche pour faire dans un monde réel entre guillemets. Quand on voulait tester quelque chose, la solution qui était proposée pendant le POC avec Franck, c'était de nous dire, ok, tu veux faire ça c'est par exemple, je veux me connecter sur un serveur qu'on estimerait être sensible. Et je voudrais que toute personne qui se connecte sur ce serveur sensible puisse avoir à partir de dorénavant un challenge via un MFA qui est posé sur un Google Authenticator ou l'application que je vais installer sur mon smartphone, l'application Silverfort que je vais installer sur mon smartphone. Donc la solution qui était proposée, elle était très simple, très opérationnelle. C'est ok, vas-y, connecte-toi toi sur le serveur. Donc on se connectait par exemple en RDP sur le serveur. Je monte sur le serveur, va regarder dans les logs Silverfort. Donc c'est une manière conviviale de présenter ce que l'on verrait dans les logs de l'Active Directory, mais là c'est beaucoup plus simple parce qu'on voit toutes les informations concernant l'authentification. Ok, c'est un tel qui s'est connecté sur telle machine à partir de telle machine en utilisant tel protocole, et il a eu une authentification qui a réussi ou qui a été refusée, bien entendu, par l'Active Directory. Et là, à partir de là, ok, je veux poser une règle, donc je clique, je pose ma règle. Ma règle, c'est, à partir de maintenant, toute personne qui va se connecter sur cette IP destination, elle va prendre une demande de MFA complémentaire. Donc je clique, je pose ça, je ferme, vas-y reconnecte-toi, je me mets en RDP, je me prends une demande de MFA à partir de ce moment-là. Donc c'est très rapide à mettre en œuvre. Alors c'est pas la bonne manière, on est bien d'accord, pour déployer en production, parce que si on fait ça, forcément on réfléchit à rien. Donc on doit réfléchir à ce que l'on veut protéger, comment on veut le protéger, ainsi de suite. Donc se faire un plan pour pouvoir le déployer après. Mais là, en tout cas pour un POC, c'est extrêmement efficace parce que le cas d'école répond tout de suite. Même chose sur un PowerShell. Ok, tu ouvres une fenêtre sur ta machine, tu lances un PowerShell avec une commande distante. Ok, ça marche, pas de problème.
problème parce que j'ai des accès d'admin sur les machines. Ok, je veux mettre un challenge dessus, je vais regarder dans la log, je vois effectivement ma connexion, je vais regarder derrière, je veux bloquer toutes les demandes de ce type-là, je bloque et à partir de ce moment-là, je me prends un MFA sur ma machine et je peux le faire que sur mon user si je voulais, ce qui est complètement idiot en production parce qu'on voudrait le faire pour tous les users qui utiliseraient du PowerShell à distance, bien entendu, et pas que sur mon user, mais je pourrais le faire. Et là, c'est ce qu'on a fait durant le POC pour bloquer rapidement et le user concerné pour vérifier que le cas de figure marchait bien. Donc en fait, quand on entend le vocabulaire que tu utilises, accès, protocole, flux, on fait référence à un firewall en fait quelque part. Hein, et il faut voir la solution Silverforce, si je comprends bien, comme un firewall de l'Active Directory, comme un firewall d'authentification en fait, qui va permettre d'appliquer des règles MFA, refus, en fonction des protocoles que je veux utiliser à destination de serveurs ou de machines, hein, de systèmes d'exploitation. Hein. Donc on est bien d'accord, c'est bien ça que vous recherchiez et que vous avez mis en place. Mais du coup, alors ça paraît pas forcément non plus révolutionnaire dans le principe, on sait le faire, mais qu'est-ce qui est particulier chez Silverforce et qui vous a beaucoup intéressé dans sa mise en place ? Alors, il y avait plusieurs points. Déjà, c'était cette facilité de mettre en œuvre des choses aussi simplement que ce qu'on avait vu. Donc ça permettait de montrer que ça fonctionnait dans notre environnement. Ça, c'est clair. C'était la première chose. Et on a eu pendant tout le POC, qui a duré, je sais plus, peut-être quelque chose comme 1 mois, des calls 1 fois par semaine, 1 heure pour vérifier ce que l'on voulait vérifier comme use case. Et on n'a jamais eu aucun fail pendant tous les use cases qu'on a regardé. Ça a marché systématiquement exactement comme c'était prévu que ça devait marcher. Donc ça, c'était vraiment très très appréciable. Après, le deuxième sujet qui nous a du coup intéressé, c'était finalement, vous nous dites que vous pouvez gérer les comptes de service. Et les comptes de service, c'est quelque chose qu'on voudrait regarder aussi, forcément. Parce que c'est un espèce de petit cauchemar pour l'ensemble des gens qui font de l'admin AD et surtout la partie sécurité, parce qu'on aime bien savoir qui fait quoi et comment et ainsi de suite. Et là, on n'a pas toujours cette visibilité-là. Et donc, on a regardé avec Silverforce comment on pouvait faire effectivement cette partie-là. Donc, quand on regarde la solution, on l'a déployée en POC, elle enregistre tout ce qui se passe. Voilà, donc toutes les authentifications, et elle a, j'aime pas trop le mot, mais une intelligence qui lui permet de dire ce compte est un compte de service ou équivalent à un compte de service. Donc grosso modo, un compte de service simple, c'est un compte qui se connecte d'une machine X vers une machine Y à un horaire bien défini. Ça, c'est dans la théorie. Tous les jours, entre la machine A et la machine B, je vois qu'il y a une authentification du compte SVC quelque chose à 4 heures du matin. Ok, ça c'est super simple à repérer, il ne faut pas être trop intelligent. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Les comptes de service qui sont des comptes machine to machine, on est d'accord que il y en a quelques-uns dans les entreprises qui finissent par connaître les mots de passe, qui finissent par les utiliser en session interactive. Donc ça, on peut bloquer déjà, c'est déjà pas mal, mais on peut pas le faire sur tous. Et il y en a quelques-uns qui servent de manière très étendue, c'est-à-dire qu'il y a un compte de service qui va servir à partir d'une machine pour arroser toutes les autres. Donc il va à partir d'une machine, mais il va arroser toutes les machines. Donc c'est pas tout à fait la même chose que de la machine A vers la machine B, ou l'inverse, un compte de service qui va partir d'un certain nombre de machines pour arroser un certain nombre d'autres machines. Et donc là, c'est plus complexe à repérer. Et c'est d'autant plus complexe quand on veut éventuellement regarder le mot de passe dont on ne se rappelle plus ou qui est historiquement implanté dans les machines et on n'est pas sûr qu'on les a toutes. Donc ça permet de faire une cartographie. Donc la cartographie, on l'a au bout de quelques jours, on voit comment ça a remonté. Alors forcément, comme dans toutes les cartographies qui sont basées sur du comportemental, il y a du faux positif. Donc c'est à nous à ajuster derrière en se disant finalement ce compte-là, je le connais, c'est effectivement un compte de service. Ok, celui-là, en fait, c'est un utilisateur du support, par exemple, qui va se connecter sur des PC des utilisateurs pour résoudre des problèmes. Donc, il est vu comme un compte de service parce qu'il est utilisé sur plusieurs machines et il attaque pas l'un de machines. Mais en fait, c'est un compte utilisateur, donc c'est pas un compte de service. Voilà. Donc, ça sont des choses que l'on voit. Mais déjà, ce point de départ qui est voilà la liste de tes comptes de service qui sont actifs,
ça me permet assez rapidement de me dire, alors le assez rapidement, c'est pas forcément en 7 jours, hein. Je peux le laisser tourner autant de temps que je veux, mais ça me permet au bout d'un moment de me dire finalement entre la liste des comptes de service que j'ai qui sont référencés dans mon Active Directory et ceux qui ont fait des authentifications dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les 6 derniers mois, dans la dernière année, ok, voilà tous les comptes de service, les autres en fait ils sont jamais connectés, peut-être que je pourrais envisager de désactiver ces comptes de service, ils me servent plus à rien et ainsi de suite. Donc ça permet de faire du nettoyage, ça c'est un vrai bon point. Et puis après on a vu la possibilité de protéger ces comptes de service. Donc la protection des comptes de service avec Silverfort, c'est pas un MFA, bien entendu, parce que ce serait un petit peu compliqué d'appeler un opérateur à chaque fois qu'il y a un déclenchement à 4h du matin où il apprécierait pas beaucoup peut-être. Donc du coup, c'est je laisse passer ou je bloque. Sauf que je laisse passer ou je bloque, je peux mettre des règles de filtrage du type je veux laisser passer une autente depuis la machine A vers la machine B entre 3h50 et 4h10 du matin. Ça peut être une règle. Donc ça correspond très bien à l'usage qui est fait. Ou je veux laisser passer ce compte de service sur tel range IP source ou tel range IP destination, ou une destination unique ou une source unique, ou ce genre de truc, où je peux mixer avec des horaires et des choses comme ça. Donc là, déjà, j'ai une bonne notion de j'ai bien restreint l'activité de mon compte de service à son usage normal, en plus du fait que je l'ai cartographié et donc que je peux éventuellement faire des mises à jour des mots de passe parce que là, je sais où est-ce qu'il est. Toutes les sources, elles sont parfaitement identifiées. Toutes les sources qu'il utilise pour s'authentifier, elles sont bien identifiées. Donc ça, c'est un vrai intérêt pour nous. Derrière, on a regardé encore d'autres sujets qui remontaient au fur et à mesure du POC, qui sont par exemple la possibilité de détecter les faiblesses que l'on peut avoir sur notre Active Directory. Donc, dans les faiblesses, si vous avez des vieux protocoles du style du NTLM-V1 qui traînent, par exemple, c'est pas toujours marrant à supprimer, et on sait que c'est embêtant. Là, ça nous permet, c'est pas juste j'ai fait switch off du truc sur l'AD, ça marcherait, ce serait trop facile à le faire, il faut identifier les sources et ainsi de suite. Là, comme vous avez toutes les authentifications, vous avez la manière de s'authentifier, donc vous voyez tous les gens, toutes les sources qui ont utilisé du MTLM-V1, et là, ça devient quand même beaucoup plus simple. J'ai pas dit que c'était facile, mais ça devient beaucoup plus simple, effectivement, à traiter en termes de je veux supprimer ce genre de protocole qui est devenu obsolète, très clairement. Donc cartographie, protection des comptes de service. Donc si je comprends bien, dans le protection des comptes de service, je vais enfin pouvoir me protéger du compte qui est mis sur le copieur, le scanner copieur, qui a plein de droits dans l'Active Directory, ou même s'il n'a pas le droit, il peut potentiellement se connecter n'importe où. Ça veut dire que je peux dire le copieur, le compte de service ne peut qu'aller se connecter, entre guillemets, s'authentifier pour déposer un fichier sur le serveur de fichiers. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire quand même dans la manière de le traiter. Et si j'ai bien suivi ce que tu m'expliquais en amont, c'est qu'on n'a même pas d'installation d'agents à faire sur les serveurs concernés. Tout à fait. Alors ça, c'était un point aussi qui nous intéressait beaucoup parce que quand on a des milliers d'utilisateurs avec des milliers de machines, à chaque fois que les éditeurs viennent nous voir en nous disant voilà la solution, comment ça fonctionne, il faut déployer un agent sur les machines. Les agents sur les machines, c'est un vrai cauchemar aussi. Enfin, je ne sais pas ce que vous vivez de votre côté, mais le cumul des agents sur les machines, en général, c'est un cauchemar. Donc là, dans le cas de la solution, ce qui nous semblait intelligent, c'était le fait que finalement, la solution, j'ai un certain nombre de contrôleurs de domaine. Derrière chaque contrôleur de domaine, j'ai un nœud, ou en tout cas par grappe de contrôleurs de domaine, j'ai un nœud derrière Silverfort. Et en fait, il y a un agent à déployer sur chacun de mes contrôleurs de domaine. Alors la petite question, ça va être, est-ce que c'est pas risqué de déployer un agent? C'est ça? C'est la question, effectivement, comme on doit déployer un composant sur les contrôleurs de domaine qui vont envoyer les métadonnées d'authentification sur le nœud de contrôle de Silverfort. En fait, ce qu'on nous demande souvent, c'est d'installer un agent sur le contrôleur de domaine. Est-ce que c'est pas contre les règles du tiers zéro?
Donc oui, c'est potentiellement contre la règle du tiers zéro, même si on met quand même des EDR sur les compteurs domaine. Mais une particularité de Silverfort, c'est que leur couche logicielle est certifiée par Microsoft dans le cadre des partenariats technologiques qu'ils ont développés ensemble. Et ça veut dire que même en cas de support Microsoft, d'appel au support, vous n'allez pas être jeté parce que vous avez un composant Silverfort qui est dans la chaîne. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est homologué par Microsoft parce que c'est la première objection que nous mettent les clients. Donc on a juste à installer ce composant-là qui va envoyer les métadonnées pour pouvoir les traiter, puisque vous avez compris qu'en fait on fait du firewall d'authentification et que c'est au niveau du traitement des tickets d'authentification, Kerberos ou autre, que se gère la sécurité en fait. Et au final, c'est le contrôleur de domaine qui, en fonction de ce que l'aura dit Silverfort, va donner ou non la validation du ticket. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En très, très rapide. L'objectif, c'est surtout de témoigner. Et du coup, Laurent, quelles sont les prochaines étapes suite à ces POC que vous avez fait sur vos premiers use cases ? Alors, on a entamé des actions de nettoyage, ça c'est le premier sujet, de mise sous surveillance d'un certain nombre de comptes, de règles que l'on a implémentées dans la solution. On a identifié des faiblesses aussi sur notre Active Directory, comme celle qui était spécifiée du NTLM V1, mais il y a aussi d'autres faiblesses qu'on rencontre par exemple et qui sont remontées par la solution, c'est ce qu'on appelle les shadow admins, donc des gens qui ne sont pas par exemple admin domaine, mais qui par le cumul des droits qu'ils ont, sont quasiment au niveau d'un admin domaine de droit. Et donc là, ça permet d'identifier ces gens-là. Bon, plus toutes les problématiques de comptes ou de machines qui sont obsolètes, qui ne servent plus à rien, qui se connectent plus, et ainsi de suite. Et donc tout ça, on peut désactiver tout ce que l'on veut. Après, c'est comme dans toute solution, on se dit ah mince, on aimerait bien avoir ça un petit peu plus large que sur l'Active Directory. Et donc là, on est en train de regarder pour étendre ça sur la partie Azure AD, ça c'est un sujet. On a aussi un certain nombre de machines chez nous on n'a pas que du Windows, hein. C'est d'ailleurs pas forcément majoritaire. On a un certain nombre de machines chez nous qui sont des machines Linux, en Red Hat par exemple. Et ces machines, on va passer les authentes SSH via l'AD et du coup, on aura les mêmes capacités que celles qui sont offertes pour de la connexion sur les machines du parc Windows. Donc là, ça nous permettra de pouvoir avoir la visibilité totale sur l'ensemble des authentifications, que ce soit fait dans l'AD ou sur l'Azure AD, et que ce soit à destination de machines des serveurs Windows ou des machines Linux qui sont dans le parc, plus tout le reste dont on a parlé, du style PowerShell ou ce genre de choses, quoi. Donc en fait, tu cherches à faire que finalement le Silverfort soit un petit peu le point central de validation, de vérification, des authentifications, Active Directory et tous les autres systèmes autour. Voilà. Avec toute la visibilité que ça amène, cartographie, documentation automatique, remédiation si nécessaire. Exactement, ouais, tout à fait. Alors il y a un petit point qu'on n'a pas signalé aussi, qui peut être intéressant également, c'est le fait que ça crache du log forcément, qui est bien formaté, et ça je peux derrière aller le connecter sur mon SIEM si j'ai un SOC par exemple, donc je peux aller reconnecter ça sur mon SIEM et ça permet d'avoir des alertes encore plus qualifiées sur un certain nombre de sujets. Donc ça c'est sur la partie intégration. C'est aussi une question qu'on est en train de regarder. Voilà. Très bien. Bah écoute, déjà merci pour ce témoignage précis, complet de cette expérience. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Éventuellement, on a quelques minutes pour les traiter. N'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez venir nous voir après en aparté. Il n'y a pas de souci. C'est pas évident en une demi-heure forcément de résumer une solution comme ça et un POC comme ça. Oui. Alors, il y a des micros normalement. Voilà. Bonjour, merci pour votre retour. Première question, la solution, elle est on-premise ou en SaaS? Je réponds. Je vais répondre comme il a beaucoup parlé. Donc la solution, elle est actuellement on-premise. En fait, c'est un petit peu hybride, mais essentiellement, c'est des composants qu'on déploie on-premise, des VM. Hein. Il y a un nœud, il y a deux composants, le nœud et un autre composant qui est la console d'admin, d'accord, qui interprète tout ce qui vient du nœud, qui est là où on gère les règles, on les configure. Et je dis hybride parce qu'il y a forcément une discussion avec du cloud pour les services de push, pour le MFA par exemple, d'accord. Mais ça pourrait marcher sans, d'accord. Donc elle est complètement on-premise et on peut même faire dans des réseaux qui sont ségrégés de manière assez forte. On peut implémenter ça. La question, c'était plutôt orienté data, vu que vous générez du log, hormis de le connecter à un SOC ou un SIEM. Où sont stockés ces logs en fait? Les logs sont stockés sur le nœud d'administration.
Donc il y a une VM qui est dimensionnée en fonction de la taille de l'Active Directory, du nombre d'authentifications qu'il y a potentiel. Là, on a des calculateurs, donc c'est stocké sur cette VM-là. Voilà, on-premise. Après, vous pouvez l'héberger dans Azure si vous avez envie, mais de manière fonctionnelle, vous avez tout on-prem. Et deuxième point, la compatibilité avec la technologie GMSA. Vous en êtes où là-dessus? Oui, alors là, je me tourne vers Silverfort parce que c'est assez récent, c'est compatible. Franck, tu veux peut-être... Ok, donc depuis la dernière version, la 4.9, les comptes de service GMSA sont supportés par la solution.